Dans une nuit humide de septembre 1946, sous les lumières flamboyantes du Madison Square Garden, une silhouette mince et imposante s'approcha du microphone. C'était Henry A. Wallace, ancien vice-président des États-Unis, héros de la gauche du New Deal, et toujours membre du cabinet du président Harry Truman. Devant près de 20 000 personnes, Wallace fit l'impensable. Il a publiquement contesté la politique étrangère de l'administration qu'il servait. Et il ne l'a pas fait timidement. Wallace a parlé avec la cadence d'un prophète avertissant une nation au bord du gouffre. Il a dit aux Américains que l'Union soviétique n'était pas un monstre à acculer, mais une puissance à comprendre. Il a insisté sur le fait que le ton de plus en plus conflictuel de Washington, ses budgets militaires croissants, sa rhétorique dure et son obsession croissante de l'influence communiste poussaient le monde vers une autre guerre catastrophique. Nous avons besoin de comprendre la Russie, pas de la provoquer, a-t-il déclaré. La reine a rugi d'applaudissements, mais à la Maison-Blanche, la mâchoire de Truman s'est crispée. Pour des millions d'Américains qui vénéraient encore la mémoire de Franklin D. Roosevelt, Wallace sonnait comme un vrai chef. L'héritier de l'idéalisme de FDR, pro-travailliste, antifasciste, coopératif au niveau international, engagé pour la paix. Mais pour Truman, les paroles de Wallace étaient plus qu'un désaccord. C'était une attaque directe, une accusation publique que le président trahissait l'héritage de FDR et entraînait le pays vers une confrontation dangereuse avec Moscou. À l'aube, les gros titres étaient explosifs. Le New York Times a comparé le discours de Wallace à une déclaration d'opposition au sein du propre gouvernement du président. Des sénateurs ont exigé des explications. Des membres du cabinet ont chuchoté sur l'insubordination. Truman a lu les transcriptions avec une fureur froide qui montait dans sa poitrine. Wallace avait franchi une ligne qu'aucun président ne pouvait ignorer. Il avait transformé la politique étrangère en une guerre civile publique au sein de l'administration. En quelques jours, Truman prendrait une décision qui a stupéfié Washington. Il a renvoyé Henry Wallace, expulsant l'homme que beaucoup considéraient comme le successeur spirituel de Roosevelt, le dernier tison ardent de l'idéalisme du New Deal au sein du gouvernement d'après-guerre. C'était une rupture dramatique, douloureuse, profondément symbolique. Et à partir de ce moment, l'histoire s'est disputée sur une question. Truman a-t-il sauvé les États-Unis d'un rêveur dangereusement naïf? Ou a-t-il trahi l'âme même de l'héritage de Franklin Roosevelt et contribué à déclencher la guerre froide? Pour comprendre pourquoi ce licenciement a fait si mal, il faut savoir qui était Henry Wallace. Il ne venait pas des arrière-salles enfumées des machines de parti ou du monde policé des avocats de Wall Street. Wallace était au fond un fermier, un homme qui parcourait les champs de maïs de l'Iowa, qui expérimentait des semences hybrides, qui écrivait sur le sol et la météo avec une intensité quasi religieuse. C'était aussi un étrange type d'intellectuel, en partie scientifique, en partie mystique, en partie expert en politique. Dans les années 1930, ce mélange étrange a fait de lui l'un des principaux architectes de la révolution du New Deal de Roosevelt. En tant que secrétaire à l'agriculture, Wallace a aidé à concevoir des programmes agricoles qui ont empêché des familles désespérées de tout perdre pendant la Grande Dépression. Pour de nombreux petits agriculteurs et travailleurs, il n'était pas seulement un autre fonctionnaire à Washington. Il était la preuve vivante que quelqu'un au pouvoir les comprenait réellement. Sous FDR, l'influence de Wallace n'a fait que croître. En 1940, Roosevelt a choqué l'establishment du parti en poussant Wallace sur le ticket en tant que son vice-président. De 1941 à 1945, Henry Wallace était un battement de cœur de la présidence. Il s'est prononcé contre la ségrégation raciale à une époque où cela pouvait ruiner des carrières. Il a défendu les droits des travailleurs, le bien-être social et la coopération internationale. Il croyait profondément que les États-Unis devaient travailler avec l'Union soviétique après la guerre et non en faire le prochain ennemi. Pour l'aile gauche du Parti démocrate, Wallace est devenu plus qu'un simple politicien. Il était la conscience du New Deal, l'homme qui semblait le plus proche des rêves les plus idéalistes de FDR. Et c'était peut-être précisément le problème. En 1944, Roosevelt était un homme mourant, candidat à un 4e mandat au milieu d'une guerre mondiale. Les patrons du parti, les conservateurs du Sud et les puissants donateurs étaient terrifiés à l'idée que si FDR mourait, Henry Wallace, un homme qu'ils considéraient comme dangereusement indulgent envers Moscou et trop radical à la maison, deviendrait président. Lors de la convention démocrate de Chicago, ils ont agi contre lui. Dans une bataille acharnée en coulisses, Wallace a été évincé du ticket et un sénateur peu connu du Missouri nommé Harry S. Truman a été élevé à la vice-présidence à sa place. En public, Wallace a accepté sa rétrogradation et a ensuite pris le poste moins important de secrétaire au commerce. Mais à l'intérieur, une conviction s'est durcie. C'était lui, Henry Wallace, et non Truman, qui comprenait vraiment la vision de Franklin Roosevelt.
Cette conviction qu'il était le véritable héritier de l'âme de FDR allait transformer un désaccord politique en un affrontement personnel et historique avec l'homme qui siégeait maintenant dans le fauteuil de Roosevelt. Quand Roosevelt est mort en avril 1945, cette conviction se heurtait à une nouvelle réalité brutale. L'homme qui a prêté serment lors d'une cérémonie organisée à la hâte à la Maison-Blanche n'était pas Henry Wallace, le rêveur de la gauche du New Deal, mais Harry S. Truman, le sénateur prudent du Missouri que les patrons du parti avaient élevé moins de 3 mois plus tôt. Du jour au lendemain, Truman a hérité d'une guerre mondiale, d'un projet atomique dont il connaissait à peine l'existence, et d'une équipe gouvernementale qui se considérait encore comme le peuple de Roosevelt, pas le sien. Pour beaucoup dans ce cercle, Truman ressemblait à un intrus. Loyal, décent, travailleur, oui, mais pas de leur monde. Il n'avait pas fait partie du Brain Trust qui avait conçu le New Deal. Il n'avait aucun lien profond avec la famille Roosevelt. Il ne parlait pas le langage des conseillers de l'Ivy League et des grands projets sociaux. Henry Wallace, maintenant légué au rôle de secrétaire au commerce, a observé cette transformation avec un mélange de politesse et de doute silencieux. Il a assisté à des réunions du cabinet et a écouté le nouveau cercle de politique étrangère de Truman. Des hommes comme James Byrne et plus tard Dean Ashton commençaient à parler moins comme la grande coalition de FDR contre le fascisme et plus comme des stratèges préparant à la prochaine grande rivalité. Des rapports affluaient d'Europe. L'armée rouge retranchée en Europe de l'Est. Les partis communistes en plein essor en France et en Italie. Le comportement dur des soviétiques en Pologne et dans les Balkans. Là où Wallace voyait un continent blessé ayant besoin de reconstruction et de confiance mutuelle, Truman voyait de plus en plus un vide de pouvoir que les soviétiques pourraient combler si les États-Unis ne traçaient pas de ligne claire. Le fossé entre s'est creusé de jour en jour. Wallace a continué de parler d'une paix des peuples, de coopération avec Moscou, d'honorer l'esprit de l'alliance de guerre. Truman, portant le poids de la présidence et le souvenir de Munich, a commencé à penser en termes de dissuasion, de pression et de limites. Cela ne s'appelait pas encore le confinement, et Churchill n'avait pas encore parlé d'un rideau de fer, mais la logique se formait déjà. En théorie, il servait la même administration, sous la même étiquette de parti, sous les portraits du même chef déchu. En pratique, il vivait maintenant dans 2 mondes différents. L'un essayant désespérément de maintenir en vie les rêves les plus optimistes de Franklin Roosevelt, l'autre acceptant lentement que ces rêves ne pourraient pas survivre au contact des ambitions d'après-guerre de Joseph Staline. Cette divergence silencieuse, tacite mais indéniable, a préparé le terrain pour la rupture ouverte qui allait suivre. Le tournant est arrivé sous la forme d'un long et sombre message de Moscou. En février 1946, George Kennan, le chargé d'affaires américain dans la capitale soviétique, a envoyé une dépêche qui allait discrètement réécrire la politique étrangère américaine. Le célèbre long télégramme. Dans celui-ci, Kennan a dépeint l'Union soviétique comme une puissance mue par l'insécurité, l'idéologie et une profonde méfiance envers l'Occident. Un régime qui sonderait partout, ne reculerait que devant la force et exploiterait tout signe de faiblesse. Il ne pouvait y avoir de simple retour à la lune de miel de guerre. Le Kremlin, a-t-il averti, ne comprenait que la résistance ferme. Lorsque cette analyse est parvenue à Washington, elle a trouvé exactement le public dont elle avait besoin. Truman, déjà inquiet du comportement de Staline en Europe de l'Est, a lu les paroles de Kennan comme une confirmation de ses pires craintes. Des hommes comme James Byrne, Avril Harriman et plus tard Dean Ashton se sont saisis du télégramme comme du cadre intellectuel qu'ils recherchaient. Lentement, une nouvelle doctrine a commencé à se cristalliser. Les États-Unis ne feraient pas reculer la puissance soviétique, mais ils la contiendraient, traceraient des lignes, construiraient des alliances et refuseraient de laisser Moscou s'étendre sans contrôle. Pour Henry Wallace, ce changement ressemblait à une trahison de tout ce qu'il croyait que l'alliance de guerre avait représenté. Là où Kennan voyait un rival idéologique implacable, Wallace voyait encore un partenaire potentiel déformé par la peur et l'histoire. Il a soutenu que si l'Amérique durcissait sa position, déversait des armes en Europe et parlait constamment d'agression soviétique, cela ne ferait que pousser Staline à un comportement encore plus hostile. La confrontation, dans son esprit, n'était pas un remède. C'était un accélérateur. Au sein du cabinet, cela a fait paraître Wallace moins comme un dissident loyal et plus comme un paria dangereux. Pour Truman et son cercle de plus en plus resserré, chaque fois que Wallace parlait d'accommodement avec Moscou, il semblait qu'il s'appelait la stratégie émergente avant même qu'elle n'ait un nom. Discrètement, une étiquette a commencé à lui être attachée dans les conversations privées. L'homme dans la pièce qui ne croyait pas au confinement. Le spoiler potentiel. Le choc idéologique qui pouvait se diriger maintenant régulièrement vers une explosion. Pour Henry Wallace, le nouveau langage du confinement était plus qu'un simple changement de politique.
C'était une trahison de ce qu'il croyait que Franklin Roosevelt était mort en essayant de construire. Dans des conversations privées, il dessinait une carte du monde d'après-guerre très différente de celle qui se formait dans les briefings de Truman. L'Amérique et l'Union soviétique, insistait-il, étaient destinées à être des puissances rivales, mais pas des ennemis inévitables. La seule façon d'empêcher une troisième guerre mondiale était de s'appuyer sur la coopération et non sur la confrontation. Le commerce, la reconstruction, une diplomatie patiente et une volonté de voir le monde à travers les yeux de Moscou, même lorsque c'était inconfortable. Wallace alliait cette vision directement à FDR. Roosevelt, a-t-il rappelé aux gens, avait rencontré Staline, avait plaisanté avec lui, avait négocié avec lui et croyait que la diplomatie personnelle pouvait maintenir l'alliance en vie. Après Hitler, Wallace a étendu cette fois. Il a plaidé pour le soutien à la décolonisation, le soutien au mouvement pour l'indépendance en Asie et en Afrique, et la construction d'un ordre mondial où les États-Unis et l'URSS pourraient rivaliser sans faire exploser la planète. Il était horrifié par la course aux armements nucléaires émergentes et s'est ouvertement prononcé contre l'idée que l'Amérique utilise son monopole atomique comme un gourdin sur les autres. Parmi ses amis et alliés, sa frustration face à la nouvelle administration se traduisait parfois par des mots plus vifs. Roosevelt, disait Wallace, n'aurait jamais laissé les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique se détériorer en ce désastre. Dans son esprit, Truman laissait la peur, la bureaucratie et la pression conservatrice démanteler la partie la plus prometteuse de l'héritage de FDR, le rêve que l'alliance de guerre puisse être remodelée en une paix durable. Ces commentaires ne sont pas restés privés longtemps. Washington est une ville bâtie sur les chuchotements, et bientôt, des rapports sur les remarques de Wallace sont revenus au bureau ovale par l'intermédiaire d'assistants, d'alliés et d'agents politiques. Truman a appris de seconde main que l'un de ses propres membres du cabinet disait aux gens que le mauvais homme de Roosevelt s'était retrouvé dans le grand fauteuil, que le véritable gardien de l'héritage de FDR n'était pas le discret mi-souriant à la Maison-Blanche, mais l'ancien vice-président mis à l'écart au commerce. Ça a fait mal. Truman avait passé la première année de sa présidence noyé dans les crises, essayant de maintenir l'unité d'un pays, d'un parti et d'un système d'alliance qui n'avait jamais été préparé à gérer. Maintenant, à l'intérieur de sa propre équipe, il y avait un homme qui le présentait implicitement comme le beau-fils du New Deal, l'héritier accidentel qui ne comprenait pas l'héritage. À partir de ce moment, le conflit entre Truman et Wallace a cessé de porter uniquement sur la manière de gérer l'Union soviétique. Il est devenu quelque chose de bien plus personnel et symbolique. Une lutte pour savoir qui avait le droit de revendiquer le manteau de Franklin Roosevelt, qui était le véritable successeur du monde que FDR avait essayé de construire et qui était en train de le défaire. Toute cette frustration a finalement éclaté au grand jour le soir du 12 septembre 1946. Wallace est monté sur scène au Madison Square Garden et a transformé ce qui aurait pu n'être qu'un autre discours politique en un défi direct au président des États-Unis. Devant une foule en délire, il a accusé son propre gouvernement d'exagérer la menace soviétique, a averti que le battage médiatique de la peur venant de Washington ouvrait la voie à une nouvelle course aux armements, et a dit sans embâche que la stratégie émergente de Truman envers Moscou était inutilement agressive. Au lieu de construire un monde de coopération après la victoire partagée sur Hitler, a soutenu Wallace, l'Amérique glissait dans une posture d'hostilité permanente, traitant l'Union soviétique non pas comme un partenaire à gérer, mais comme un ennemi à provoquer. Il a appelé au compromis avec Staline, à la compréhension des angoisses de sécurité russe, à une politique étrangère qui parlerait plus de paix et de reconstruction que de bases et de bombardiers. Le problème politique n'était pas seulement ce qu'il a dit, mais qui il était quand il l'a dit. Wallace n'était pas un simple membre du Congrès ou un citoyen privé. Il était le secrétaire au commerce en exercice, un membre du cabinet de Truman et l'ancien vice-président de Franklin Roosevelt. Personne à la Maison-Blanche n'avait validé ce discours. Personne n'avait autorisé une alternative publique à la politique du président. Pour Truman et ses conseillers, il semblait qu'un membre du cabinet venait d'annoncer une politique étrangère concurrente depuis une scène de New York. Le lendemain matin, les gros titres ont capturé le choc. Wallace conteste la politique de l'administration sur la Russie et le secrétaire au commerce dénonce la ligne dure. Dans les couloirs du pouvoir, la réaction a été encore plus vive. Les sénateurs ont parlé d'insubordination. Les fonctionnaires du département d'État ont fulminé que leurs négociations avaient été sapées. Et dans le bureau ovale, Truman a cessé de voir Henry Wallace comme un idéaliste difficile au sein de l'équipe. À partir de ce moment, Wallace a semblé être quelque chose de bien plus dangereux, un centre de pouvoir rival, un homme utilisant le prestige de la mémoire de Roosevelt pour attaquer le contrôle du président en exercice sur la place de l'Amérique dans un monde qui se divisait rapidement. L'explosion en public a été suivie d'un froid en privé.
Quelques jours après le discours du Madison Square Garden, Henry Wallace a été convoqué au bureau ovale. Pas de foule en délire maintenant. Pas de projecteur, pas d'écho, juste le poids silencieux de la présidence et le sentiment que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Les récits diffèrent sur les mots exacts, mais l'essentiel est assez clair. Truman, tenant une copie du discours, est allé droit au but. Wallace avait-il compris ce qu'il avait fait? Réalisait-il qu'en dénonçant l'approche de l'administration envers l'Union soviétique devant des milliers de personnes et à travers tous les grands journaux d'Amérique, il avait brisé l'attente fondamentale de la loyauté du cabinet? On ne mène pas sa propre politique étrangère depuis une scène de style campagne tout en siégeant dans le cercle restreint d'un président. Dans cet échange tendu et sec, Wallace n'a pas reculé. Il a présenté son discours non pas comme une rébellion, mais comme une fidélité à Franklin Roosevelt, au New Deal, à la promesse de coopération avec Moscou en temps de guerre. En effet, il disait à Truman, « Je parle au nom du Franklin que vous trahissez. » Qu'il ait utilisé ces mots exacts ou non, c'était le sens. Il a invoqué le nom de FDR, la mémoire de FDR, les intentions supposées de FDR comme justification pour s'opposer à la nouvelle ligne dure. Pour Truman, c'était plus que de l'insubordination. C'était un sacrilège. Il vivait déjà sous l'énorme ombre de Roosevelt, constamment comparé et toujours trouvé insuffisant par certains. Maintenant, voici l'ancien vice-président de Roosevelt, à l'intérieur de son propre cabinet, le présentant implicitement comme l'homme qui avait perdu la voix de FDR. La réunion n'a pas duré longtemps. Truman s'est finalement levé, signalant la fin. On rapporte qu'il a conclu par une simple phrase plate. « Merci, Henry ». Dans le langage codé de la haute politique, c'était le son de la trappe qui s'ouvrait. Le 20 septembre 1946, la Maison-Blanche a annoncé que Henry Wallace était démis de ses fonctions de secrétaire au commerce. La presse a immédiatement reconnu l'ampleur de la rupture, la qualifiant de plus grand affrontement interne au sein du Parti démocrate depuis l'époque de Woodrow Wilson. Le drame silencieux et étouffant du bureau ovale était devenu un divorce très public, et la lutte pour savoir qui portait vraiment l'héritage de Franklin Roosevelt était maintenant exposée au grand jour. Renvoyé du cabinet, Wallace ne s'est pas effacé. Au contraire, son exil a aiguisé son sens de la mission. En dehors des murs du gouvernement, il a embrassé le rôle que ses critiques craignaient le plus, la conscience publique de la gauche. L'homme prêt à dire que l'Amérique de Truman dérivait vers une guerre froide permanente qu'elle ne comprenait pas vraiment. Il est devenu un aimant pour ceux qui se sentaient trahis par la nouvelle humeur à Washington. Des pacifistes, des intellectuels de gauche, des New Dealers désillusionnés, certains syndicats et un nombre inquiétant de militants prêts à regarder Moscou avec bienveillance. Wallace parlait leur langue. Il a averti que les États-Unis construisaient un empire de base, que la bombe atomique empoisonnait l'avenir, qu'une politique américaine de fermeté enfermerait le monde dans une course aux armements sans issue. En 1948, sa dissidence est durcie en un défi politique direct. Wallace a rompu avec le Parti démocrate et a lancé une candidature à la présidence sous la bannière du Parti progressiste. En campagne, il a fustigé Truman pour avoir préparé la guerre froide, l'a accusé de trahir l'héritage de FDR et a promu une politique étrangère de négociation, de commerce et de coexistence avec l'Union soviétique. Pour ceux de la gauche qui rêvaient encore que la Grande Alliance survive à la paix, Wallace ressemblait au dernier véritable héritier de Roosevelt. Mais en dehors de ce cercle, les doutes étaient profonds. Les premières affaires d'espionnage de la guerre froide et le comportement soviétique en Europe de l'Est avaient déjà aigri une grande partie du public. De nombreux Américains étaient mal à l'aise avec la proximité de certains partisans de Wallace avec les fronts communistes et la douceur de son langage envers le régime de Staline. Le mouvement ouvrier lui-même s'est divisé. Certains syndicats ont soutenu Wallace, mais les puissants dirigeants anticommunistes du CIO et de l'AFL sont rangés derrière Truman. Même au sein de la famille Roosevelt, il y avait une division. Certains admiraient les idéaux de Wallace, d'autres craignaient sa naïveté. En novembre 1948, le verdict fut décisif. Wallace n'a remporté qu'une infime partie des voix. Truman, largement pressenti perdant, a stupéfié le pays avec une victoire inattendue sur le républicain Thomas Dewey. Le revers a fait plus qu'embarrasser les sondeurs. Il a envoyé un signal politique clair. Lorsqu'ils ont été forcés de choisir, les électeurs américains se sont détournés de l'internationalisme romantique de Wallace, ont choisi la voie plus dure et plus pragmatique de Truman dans la guerre froide. La lutte pour le manteau de FDR, du moins dans les urnes, avait été remportée par l'homme à la Maison-Blanche. Depuis lors, les historiens ont moins débattu du fait de la chute de Wallace que de ce qu'elle signifiait. Pour les admirateurs de Wallace, l'histoire est tragique et simple. Un disciple visionnaire de Roosevelt a été chassé par un homme plus petit et plus craintif.
Selon eux, Truman a trahi l'esprit de la diplomatie de guerre de FDR. L'idée qu'une paix durable nécessitait de l'empathie pour les craintes de sécurité soviétique et une volonté de compromis. En renvoyant Wallace et en adoptant le confinement, soutient-il, Truman a contribué à enfermer le monde dans une guerre froide qui aurait pu être adoucie, retardée ou même évitée si l'Amérique s'était davantage appuyée sur la coopération au lieu de la confrontation. Du côté de Truman, le tableau est très différent. Le monde de 1945 à 1946 n'était pas le monde des sommets de guerre. C'était un paysage de coups d'État, de purges et de régimes d'occupation. Des chars soviétiques en Europe de l'Est, une pression sur la Turquie et l'Iran, et des partis communistes prenant leurs ordres de Moscou suggéraient à Truman et à ses conseillers non pas une anxiété mal comprise, mais une expansion délibérée. Dans ce contexte, garder Wallace au cabinet, alors qu'il dénonçait publiquement la ligne de l'administration et appelait à la confiance en Staline, semblait moins un pluralisme noble qu'un autosabotage imprudent. Pour eux, renvoyer Wallace n'était pas une trahison de FDR, mais un acte de responsabilité. Tracer une ligne claire que les États-Unis ne seraient pas naïfs quant à la puissance soviétique. Sous le débat politique se cache une question plus profonde, presque morale. Que signifie réellement être l'héritier d'un chef déchu? Est-ce la personne qui s'accroche le plus farouchement aux espoirs les plus brillants du chef, refusant d'abandonner le rêve même si la réalité change? Ou est-ce celui qui fait les compromis que les rêveurs n'ont jamais eu à faire, ajustant les idéaux à un monde qui ne correspond plus au scénario original? Quand on dépouille les slogans et les étiquettes de parti, l'affrontement Truman-Wallace se transforme en un dilemme intemporel. Le véritable gardien de l'héritage de Franklin Roosevelt était-il l'homme qui continuait de croire en sa vision la plus généreuse? Ou l'homme qui a décidé que dans un monde plus dur, la survie devait passer avant le sentiment? En fin de compte, la rupture entre Truman et Wallace n'a jamais été qu'une querelle entre deux hommes. C'était un affrontement entre deux visions de ce que doit être le leadership lorsque le monde refuse de se comporter comme nous le souhaiterions. Wallace est accroché aux idéaux les plus élevés des années Roosevelt, convaincu que la foi, la coopération et la clarté morale pouvaient encore façonner l'ordre d'après-guerre. Truman, portant le fardeau de la responsabilité, en est venu à croire que le monde avait changé et que le leadership signifiait faire face à la réalité telle qu'elle était, et non telle qu'elle avait pu sembler un jour. Leur conflit nous laisse avec une question qui résonne bien au-delà de 1946. Lorsque les idéaux se heurtent à la réalité, lequel un leader doit-il choisir? Si vous appréciez les drames politiques qui sortent des recoins secrets de la Maison-Blanche, l'ambition, la trahison et les choix impossibles derrière les décisions qui ont façonné le monde. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter d'où vous regardez. Votre soutien nous indique que vous voulez plus d'épisodes inédits et controversés de la vie des hommes qui ont façonné l'avenir de l'Amérique depuis la même pièce, Truman, Roosevelt et les autres.